h. Donc, vous avez une fonction h de uv qui vaut u carré plus v carré divisé par 2v. Et alors, donc là aussi, j'avais une petite erreur dans mon domaine, mais là, non, l'erreur, elle n'était pas. Elle est dans l'énoncé de départ. Donc j'ai modifié. Donc le D, c'est XY appartient à R2, tel que 2X est plus grand que Y2. Vous allez voir pourquoi ça, c'est évident, vu ce qu'on va faire. Donc on vous demande, première chose, de montrer que H vérifie une bijection de R plus étoile croix R sur D. Donc petit a. Alors, donc R plus étoile, ça veut dire que là, on a, de toute façon, on voit bien. Enfin, non, on ne voit rien du tout. H est dans ce truc-là. Ouais. Je copie, etc. Alors, comment démontrer ça? Donc, première chose, bijection, ça veut dire que la fonction. Alors, ce n'est pas une fonction linéaire, là, H. Hein, il y a du carré plus v carré, etc. Donc, ce n'est pas la peine de se dire on va écrire une matrice, etc. ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, là, rien, aucun espoir. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire si je pose x égale u carré plus v carré divisé par 2 et y égale v, est-ce que je peux inverser ce système-là de manière unique et donc dire, ben voilà, xy a un unique antécédent. Donc, c'est ça la bijection. Hein, c'est une fonction qui est. Alors, on pourrait dire montrer qu'elle est injective, etc. Bon, ça, on pourrait s'amuser à le faire. Bon, on verra après. Mais si vous arrivez à inverser, à montrer que xy qui est pris dans ce domaine-là a un unique antécédent, ça va marcher. Après, il faut quand même vérifier que l'antécédent il est bien dans le domaine de départ. Donc ça, c'est assez facile à inverser puisque vous avez V qui vaut Y. Voilà. Et puis, si V égale Y, donc là, je peux remplacer V carré par Y carré. Et donc, j'en déduis que U carré vaut, donc là, ça me fait 2X moins Y carré. Donc, vous voyez ce 2X moins Y carré par rapport au domaine D qui est là. Bien. Et on imposait à U et V, donc ça, c'était dit dans l'énoncé, on impose à U d'être strictement positif, et V, lui, il fait ce qu'il veut. Si ma mémoire est bonne, R plus étoile, croix R. Donc V, lui, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc comme U est strictement positif, mon XY, où est-ce que je vais les prendre? Ben, vous voyez bien, j'ai U carré qui vaut 2X moins Y carré. Donc forcément, il faut que ce nombre-là soit positif, même strictement, pour que cette équation-là ait un sens. Donc du coup, l'intérêt de prendre x et y dans le domaine D ici. On ne les prend pas n'importe où. Donc là, x, y, je le prends dans D. Et je me dis, est-ce qu'un point qui est là va avoir un antécédent par H? Ben oui, la preuve, c'est que je l'ai trouvé. Cet antécédent, c'est V égale Y et U qui vaut racine de 2x moins Y2. Parce que j'ai imposé à U d'être positif. Je choisis dans le domaine de H, de définition de H. Donc, j'ai démontré ainsi que n'importe quel point du domaine D, la seule condition, hein, c'est 2x plus grand que y2, avait un unique antécédent, U qui était strictement positif, et V, V il fait ce qu'il veut, parce que Y ici, il fait un peu ce qu'il veut pour que cette condition-là soit vérifiée. Donc, voilà, vous avez comme ça démontré que H était bijective. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont peut-être commencer par le caractère injectif. Ils vont d'abord dire si j'ai H de UV qui vaut H de U'V', etc., est-ce que ça implique que U égale, etc., que V égale V', ça sera évident. Que U égale U', comme vous aurez V égale V', vous aurez U carré qui sera égal à U' carré. Et comme U et U' sont strictement positifs, vous en déduirez facilement que U égale U'. Donc, l'injection, vous l'aurez facilement. La surjection, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de faire ça. La surjection, c'est est-ce qu'un point qui est là, il a un antécédent? Vous serez obligé de faire ça. Et en faisant ça, vous avez à la fois l'existence de l'antécédent et l'unicité. Donc, vous avez le caractère bijectif directement. D'accord? Voilà. Donc là, c'est comment montrer qu'une fonction un petit peu tendue est bijective. Eh bien, de toute façon, dans ce type de changement de variable, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on pose x et y en fonction de u et v,
on doit être capable d'exprimer U et V en fonction de X, Y. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Vous voyez bien que c'est ce qu'on arrive à faire très facilement. Ensuite, montrer que H et H-1 sont de classe C1. Bon, ben là, la petite ligne qui me reste, là, ça suffit. H, elle est polynomiale. Enfin, H, elle est définie par deux fonctions. Elle n'est pas polynomiale. Hein. Vous avez une fonction qu'on pourrait appeler H1 de U et V et une fonction H2 de U et V. Et c'est ces deux fonctions-là qui sont polynomiales. H1, c'est U carré plus V carré sur 2, etc. Donc, si je détaille un peu, hein, je crois que j'ai plus d'encre. Bon, H1 de U et V, c'est U carré plus V carré sur 2. Donc, ça, c'est polynomial. Donc, c'est C1. C1, C2 même. Hop. Voilà. H2 de U et V, c'est encore plus simple, c'est V, mais c'est aussi polynomial, donc c'est C2. Donc, on en déduit que H est C2. Voilà. H a deux applications composantes qui sont toutes les deux de classe C2, donc H est de classe C2. Ensuite, pour H-1, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, H-1, c'est quoi? C'est la fonction qui a XY associe racine de 2x moins y2 et là, qu'est-ce qu'on avait mis? C'était y, je crois. Hein. V égale y. Voilà. U égale ça, V égale ça. Voilà. Donc H-1 a aussi deux composantes, appelées G1 et G2. Alors, G2, elle est clairement de classe C2 parce qu'elle est polynomiale. Et G1, pourquoi est-ce qu'elle est aussi de classe C2? Parce que G1, c'est la composée, et donc il ne faut pas hésiter à détailler, hein. C'est la composée de cette fonction polynomiale, qui est donc de classe C2, parce qu'elle est polynomiale, et de la fonction racine, qui est de classe C2 sur 0 plus l'infini. Et on est bien dans ce cas-là, puisque 2x moins y2, on lui impose des strictement positifs. Si 2x moins y2 peut s'annuler, là, on n'aurait plus, vous savez bien que cette fonction-là, elle n'est pas dérivable en 0. Mais si vous êtes en dehors de 0, il n'y a pas de problème. Donc, G1, c'est la composée de ces deux fonctions-là qui sont de classe C2, donc G1 est aussi de classe C2. Donc, les deux fonctions composantes de H-1 sont de classe C2, H-1 est de classe C2. Voilà. Donc ça, vous voyez bien, ces deux premières questions ne sont pas si difficiles que ça, mais il faut quand même les faire de manière assez rigoureuse, surtout dans un oral. Il ne suffit pas de dire ouais, tout est C2 parce que voilà, tout est sympathique. Non, non. Là, il faut vraiment détailler, et puis dans un écrit aussi, hein, parce que dans un écrit, vous ne pouvez pas vous défendre une fois que vous avez écrit des trucs. Si le correcteur il estime que vous n'en avez pas dit assez, c'est tant pis pour vous. À l'oral, on peut vous demander, on peut vous relancer en disant non, non, là, il faut détailler un peu plus, mais dans un écrit, non. Donc, n'hésitez pas à bien détailler, surtout pour tout ce qui est fonction de plusieurs variables. Quand c'est pour une seule variable, ça peut passer, mais encore une fois, hein, dans un écrit, si on vous demande de démontrer qu'une fonction est continue, qu'elle est dérivable, etc., détaillez, détaillez, détaillez. Parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous dites composé de fonctions, vous explicitez bien toutes les fonctions. Si c'est vraiment la question, la continuité, si c'est juste vous dites, tiens, il faut que ma fonction soit continue ici pour que, si c'est une petite question intermédiaire, là, peut aller plus vite. Mais si vraiment la question, elle repose là-dessus, il faut le faire proprement. Bon, voilà. Donc, on a deux fonctions. Une fonction de changement de variable qui est bijective, qui est classée C2. Sa réciproque, elle est aussi de classe C2. Donc, ça, c'est condition indispensable pour pouvoir faire un changement de variable dans une équation dérivée partielle. Alors, une fois qu'on a ça, on fait notre changement de variable. Donc, voilà, on va faire ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc, petit c. On a donc une fonction de deux variables, phi de xy, qu'on suppose être solution de E. Enfin, on cherche les solutions de E. Alors, x et y qui s'expriment en fonction de u et v. Donc ici, on est comme dans les coordonnées polaires. Hein. Je vais remplacer. Je dis que ça, c'est x, c'est donc u carré plus v carré sur 2 et y, c'est v.
Et donc ça me donne, alors en gros, c'est ça, c'est phi rond h de UV. Voilà. Et cette fonction-là, je lui donne un autre nom, et en considérant que c'est une fonction qui dépend que de U et V, bon, ben, je vais l'appeler f. Voilà, on va l'appeler f, puisque je n'ai pas de fonction f pour l'instant. Voilà. Donc, je vais dire que c'est une fonction f de UV. Et je vais donc exprimer les dérivés partiels de phi en fonction des dérivés partiels de f. Donc, si je fais d rond phi sur d rond x, donc je dérive ça, donc j'applique toujours la même formule. Hein. Je dérive u par rapport à x, fois d rond f sur d rond u, plus je dérive v par rapport à x, fois d rond f sur d rond v. Alors, je remplace. Mon u, il vaut... bah, u, je vais le laisser tel quel. On ne va pas le... Si, je vais calculer. Non, j'ai fait l'inverse. Ah, bah non, j'ai fait l'inverse. Voilà. Sur mon petit poli, j'avais fait le contraire. Enfin, sur mon papier, et je me suis laissé emporter. Alors, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Ça marcherait quand même, hein, mais ça va compliquer la vie, ça. Alors, pourquoi ça me complique la vie? Parce que U, qu'est-ce qu'il vaut? U, il vaut racine de 2x moins y2. Vous voyez, c'est pas très sympathique à dériver, ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et en plus, ça marchait mieux dans l'autre sens. Alors, du coup, je ne veux pas continuer dans cette voie-là parce que ça va donner des calculs compliqués, mais ça peut marcher. Hein. Vous n'avez plus qu'à dériver ça par rapport à U. Bon, allez, on va le faire peut-être rapidement. Bon, après, il faut que je dérive encore une autre fois. Bon, ça fait rien. Allez, on est parti, tant pis pour moi. Donc, j'ai pris U égale cette racine. Donc, je dérive ça par rapport à X. Bon, bah, vous voyez ce que c'est. Hein. C'est la forme racine de F. Donc, la dérivée, c'est F'. Donc, il y a un 2 qui sort. Mais comme la racine, c'est une puissance 1,5, il y a un 1,5 qui sort. Donc, le 2 fois 1,5, ils vont se neutraliser. Et après, j'ai 1 sur racine de 2x moins y carré. Ouais, c'est monstrueux ce que je suis en train de faire. Bon, tant pis. Et donc, ça, c'est d rond f sur d rond u. Et puis, on avait v qui valait y. Donc, v, il ne dépend pas de x, donc c'est plus 0. Voilà. Et ensuite, je redérive une nouvelle fois. Bon, donc, ça ne va pas être si catastrophique. Hop, 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 je pistonne, parce que je suis en panne de stylo. C'est la dèche. Donc là, ça fait un demi. Et ensuite, je calcule une deuxième dérivée partielle par rapport à x. Donc, cette fois, je dérive. Là, j'ai un produit. Hein, j'ai ça fois ça. Donc, je dérive. Donc là, je vais quand même signaler que ça, c'est toujours en U et V. Hein. Donc, je dérive ça par rapport à x. Donc là, c'est un truc puissance moins 1,5. Donc, comme j'ai un 2 puissance moins 1,5, donc ça me fait un moins. 1 sur les deux vont s'en aller. Et là, j'ai une puissance 3,5. Voilà. Donc, d rond f sur d rond u. Plus je dérive ça par rapport à x. Donc, c'est pareil, je dérive u par rapport à x, qui me redonne une racine. Donc, du coup, je vais avoir 2x moins y2 fois d2f sur d rond u carré. Et puis, quand je vais dériver v par rapport à x, ça me donnera encore 0, puisque v ne dépend que de y. Donc, il me reste que ça. Voilà. Donc là, j'ai d2f sur dx2. Voilà. Donc, ça marche. Et alors là, du coup, l'avantage de faire ça, c'est que j'ai plus qu'à remplacer dans mon équation dérivée partielle. Donc, l'équation E, donc si vous l'avez devant vous, c'est 2x moins y2, d2 phi sur dx2, plus d rond phi sur d rond x, moins 16 fois phi, égale à 0. Donc, on n'a plus qu'à remplacer, puisqu'on a tout là. Donc, ça, c'était d rond phi sur d rond x, là. Donc là, j'ai d rond phi sur d rond x. Là, j'ai la dérivée seconde. Donc, celle-ci, je la multiplie par 2x moins y2. Donc ça, je multiplie tout par 2x moins y2. Donc, regardez ce que ça donne. Ça me donne moins 1 sur, je ne sais pas si vous voyez, hop, racine de 2x moins y2
fois d rond f sur d rond u. Voilà. Ça, je le multiplie toujours par 2x moins y2, donc j'ai d2f sur d rond u, carré. Ce terme-là, il s'en va, hein, parce que je le multiplie par ça. Plus d rond phi sur d rond x, donc d rond phi sur d rond x, vous l'avez là. Moins 16 phi. Et donc phi, c'est f de... Ben, phi, je le remplace par f. Hein, f de uv. Donc 16f égale à 0. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Ça et ça s'en va. Et donc, on obtient une équation. Alors, c'est toujours une équation dérivée partielle, évidemment, qui est un peu plus simple, puisque elle ressemble à ça. Alors, en quoi est-ce qu'elle est plus simple? Elle est plus simple parce que, alors déjà, il y a un terme en moins, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Mais surtout, on a des coefficients constants là. Alors que ce n'était pas le cas dans l'équation. Hein. L'équation de départ, il y avait le fameux 2x moins y2 qui est ici, hein, devant nos dérivées partielles. Donc, en fait, le changement, bon, il nous a fait disparaître un d rond phi sur d rond x, mais surtout, il nous a fait disparaître le 2x moins y2 qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cet équadif? C'est là que c'est un petit peu plus différent. C'est un peu différent de ce qu'on a déjà fait. Hop, j'efface ça parce que je n'ai plus besoin. En fait, alors il y a un autre aspect qui intervient, c'est que là, on n'a qu'une dérivée par rapport à u, une dérivée seconde par rapport à u, et là, on a une fonction, etc. C'est-à-dire que ISA, donc, vous cherchez des fonctions qui vérifient ça, hein, quel que soit u et v dans le domaine qu'on avait défini, mais on dérive là par rapport à u. C'est-à-dire que si vous posez, en gros, vous fixez v, hein, c'est comme si je fixais v, et je prends une fonction qui dépend que de u. On va appeler, j'ai envie de l'appeler presque y de u. Y de u égale f de uv. Donc, qu'est-ce que ça vaut y' de u? Ça vaut d rond f sur d rond u. Et y seconde de u, ça vaut la dérivée seconde de f par rapport à u. Voilà. Donc, en fait, mon équation qui est là, elle s'écrit y seconde de u moins 16 y de u égale à 0. Voilà. Donc, tout ça, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en gros, c'est une sorte d'équadif du second ordre à coefficient constant en y. Et donc là, vous avez l'équation caractéristique qui est r carré égale 16, hein, donc r égale plus ou moins 4. Donc y de u, il est de la forme alpha exponentielle 4u plus bêta exponentielle moins 4u. Mais ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Si on le voit comme ça, on passe un peu à côté. Quand on met ça, alpha et bêta, souvent, sont des constantes. Voilà. Ici, mes constantes, ça veut dire que c'est des constantes par rapport à u. Mes constantes par rapport à u, ça veut dire que ce sont des fonctions de v. Donc, en fait, y de u, ça va plutôt s'écrire. Donc, ça, je ne vais pas mettre alpha, je vais mettre a de v, exponentielle de 4u, plus b de v, exponentielle de moins 4u. Et ça, vous pouvez vérifier. Hein. Si vous dérivez ça par rapport à u, vous calculez y' seconde, ça va vérifier cette équation-là, puisque votre v, vous n'y touchez pas. Quand vous dérivez par rapport à u, votre v, vous le voyez comme une constante. Donc, voilà, vous pouvez bien vérifier que ça marche. Donc, ça, c'est f de uv. F de uv, voilà ce que ça donne. Voilà les fonctions qui vérifient cette équation aux dérivées partielles. Et vous revenez ensuite à la fonction phi, et vous aurez donc phi de xy qui vaudra donc a de v, donc v c'est y, exponentielle de 4u, donc u on a dit que c'était racine de 2x moins y2, plus b de v, b de y,
exponentielle de moins 4 racine de 2x moins y. Voilà. Donc, on a une expression pas très, très jolie. Mais en tous les cas, vous pouvez vérifier, hein, je l'ai fait, c'est bien solution de l'éconif, enfin, d'équation dérivée partielle. Voilà.